Mon fiancé a dit qu'il ne couperait jamais les ponts avec son ex parce qu'elle était tout aussi importante pour lui que moi. Et que si je ne pouvais pas l'accepter, c'était à moi de partir. J'étais dans la cuisine de ma pâtisserie, à 5 heures du matin, en train de sortir les premières plaques de croissant du four, quand mon téléphone s'est allumé pour afficher un énième SMS de l'ex-petite amie de mon fiancé. Quelque chose de désinvolte concernant un brunch ce week-end-là, encore une fois. J'ai fixé l'écran à travers la vapeur, sentant ce nœud familier se serrer dans mon estomac, celui qui y logeait depuis près d'1 an. Nous étions fiancés depuis 12 mois, ensemble depuis 5 ans, et j'étais l'entière propriétaire de la pâtisserie, une boutique d'angle à Bordeaux que j'avais bâtie de rien après avoir enfin rassemblé assez d'argent pour signer le bail il y a 3 ans. Sur le papier, tout aurait dû être parfait. Aurait dû. Mais il y avait ce problème énorme et étouffant que personne dans son entourage ne semblait considérer comme tel. L'ex-petite amie, elle était partout. À chaque repas de famille, chaque fête, chaque anniversaire, chaque long week-end au lac d'Annecy. Elle avait une clé de la maison de mes futurs beaux-parents. Une vraie clé. Comme si elle faisait toujours partie de la famille, ce qui, apparemment, selon toutes les personnes impliquées, était le cas. J'en avais parlé tellement de fois, toujours avec douceur, toujours en essayant d'être la personne raisonnable. Mais à chaque fois que j'abordais le sujet, mon fiancé me regardait comme si j'étais un vestige jaloux tout droit sorti d'un autre siècle. Ses parents, tous deux psychothérapeutes à la retraite vivant dans une belle maison d'un de ces quartiers bourgeois où chaque est taillé à la même hauteur, intervenaient avec leurs théories sur mon insécurité. Ils parlaient de développement personnel et d'ouverture d'esprit, toujours avec ce ton qui montrait clairement qu'ils croyaient mieux comprendre les relations humaines que quiconque à table. Mon fiancé disait des choses comme « rester proche de son ex montre qu'on a évolué ». Ça prouve que nous sommes assez matures pour dépasser la jalousie mesquine. Sa mère hochait la tête et citait une étude sur l'attachement sécurisant qu'elle avait lue dans une revue de psychologie. Son père croisait les mains et murmurait des choses sur les idées dépassées de possession. Et je restais assise là, ayant l'impression de perdre le contact avec la réalité, car comment cela pouvait-il être normal ? Comment le fait d'avoir l'ex de son partenaire à chaque moment important de sa vie pouvait-il être considéré comme sain ? Mes parents l'avaient remarqué, bien sûr. Ils étaient mariés depuis 40 ans et avaient cette vision traditionnelle des relations qui faisait d'eux des dinosaures aux yeux de la famille de mon fiancé. Mais ils ne m'ont jamais rien dit directement. Ils échangeaient juste des regards discrets à travers la table à chaque apparition de l'ex. Ces regards inquiets qui disaient tout ce qu'ils s'interdisaient de formuler à voix haute. Ma mère me serrait parfois la main sous la table quand personne ne regardait. Ça s'arrêtait là. Ils étaient inquiets, mais ils respectaient suffisamment mes choix pour garder le silence. Contrairement à mes futurs beaux-parents, qui avaient des opinions sur absolument tout et n'hésitaient jamais à les partager. La tension s'accumulait semaine après semaine. À chaque événement où l'ex obtenait la place d'honneur. À chaque voyage où elle était invitée comme une troisième roue du carrosse permanente. À chaque fois que mon fiancé défendait sa présence avec ce ton patient et condescendant qui laissait entendre que je n'étais tout simplement pas assez éveillé pour comprendre. Je n'étais pas déraisonnable. J'étais ignoré. Il y a une différence. Une différence énorme que personne dans cette famille ne voulait admettre. Puis vint le dîner. Le dîner qui allait tout changer. Bien que je n'en ai eu aucune idée en m'asseyant. Les deux familles s'étaient réunies dans ce restaurant chic du centre-ville pour finaliser les derniers détails du mariage. La cérémonie devait avoir lieu dans 3 mois. 3 mois. J'aurais dû bouillonner d'excitation, mais honnêtement, j'étais juste fatigué. Fatigué de mener la même bataille encore et encore. Fatigué de passer pour la méchante parce que je voulais imposer la limite la plus élémentaire qui soit dans ma propre relation. Nous passions en revue le plan de table quand ma mère, Dieu la bénisse, a enfin pris la parole. Elle n'a pas élevé la voix, n'a pas fait de scène. Elle a juste demandé très poliment pourquoi l'ex-petite amie était assise à la table d'honneur avec la famille proche. C'était une question juste, une question normale que quiconque planifiant un mariage pourrait poser, mais la réaction a été instantanée et volcanique. Le visage de mon fiancé est devenu rouge. Pas rouge d'embarras, rouge de colère. Il s'est tourné vers ma mère et a dit, parce que, contrairement à certains, nous ne nous soucions pas des apparences et des conventions sociales d'un autre âge. Nous tenons aux vraies relations et aux vraies connexions. Le venin dans sa voix a fait tressaillir toute la table. Ma mère a pâli et j'ai senti mon père se raidir sur sa chaise à côté de moi. J'ai essayé d'arrondir les angles.
Vraiment. J'ai dit doucement que cela pourrait envoyer un message confus aux invités d'avoir une ex-petite amie à la table d'honneur de la famille. J'ai gardé une voix posée, un ton calme. J'essayais tellement d'être la personne mature, celle qui pouvait diriger la situation sans provoquer d'explosion. Mais le calme n'intéressait pas mon fiancé. Il a tourné cette colère contre moi, la voix montant d'un cran. Ta famille est coincée dans le passé. Ils ne comprennent pas qu'on peut aimer quelqu'un, rompre, et le garder quand même dans sa vie d'une manière qui ait un sens. Ses parents sont intervenus au quart de tour, se relayant pour me parler de rigidité mentale et d'évitement émotionnel. Son père a dit que ma résistance était en fait la véritable racine du problème. Sa mère a mentionné des recherches qu'elle avait lues. Tous deux me regardaient comme un patient qu'ils essayaient de diagnostiquer, et non comme la femme sur le point d'épouser leur fils. Et mes parents restaient assis là, regardant leur fille se faire décortiquer par trois personnes qui se disaient progressistes et éclairées. Puis mon fiancé s'est levé, de façon dramatique, théâtrale. Il a posé ses deux mains à plat sur la table et a déclaré, sa voix résonnant à travers tout le restaurant, « Mon ex sera à notre mariage. Elle assistera au baptême de nos enfants. Elle fera partie de chaque vacances en famille. Elle est une partie permanente de ma vie. Si tu ne peux pas l'accepter, alors tu ne devrais peut-être pas m'épouser du tout. » L'ultimatum a plané dans l'air comme quelque chose sur le point d'exploser. Je pouvais sentir tout le monde à table retenir son souffle, attendant de voir si j'allais pleurer, si j'allais m'excuser, si j'allais m'écraser comme je le faisais toujours. Et mon fiancé avait ce regard, cette expression confiante, presque suffisante, qui disait qu'il savait qu'il avait enfin gagné. Il pensait m'avoir usé avec cette grande déclaration devant les deux familles. Le silence s'est prolongé. 10 secondes, 20, 30, une minute entière d'un silence de mort alors que le restaurant murmurait autour de nous, que mes futurs beaux-parents me regardaient dans l'attente et que mes parents restaient figés. Et quelque chose en moi a eu un déclic. Pas d'une manière colérique, pas d'une manière désespérée, mais d'une manière claire, calme et absolument certaine. Je me suis levé, lentement, délibérément. J'ai regardé mon fiancé droit dans les yeux et j'ai dit, « Tu as tout à fait raison. » Il a cligné des yeux. Son sourire s'est élargi. Il croyait que je capitulais. Il a même commencé à dire, « Je suis tellement heureux que tu arrêtes enfin d'être si. Je suis d'accord pour dire que je ne devrais pas t'épouser, » les jeux coupés. Ma voix était posée, calme et silencieuse. Tu m'as posé un ultimatum. Soit j'accepte ton ex comme un élément permanent de notre mariage, soit je ne me marie pas. Je choisis la deuxième option. Le sourire est mort sur son visage. Ses parents sont restés bouche bée. Toute la table est redevenue silencieuse, mais d'un silence d'un tout autre genre, choqué plutôt que dans l'attente. Je me suis tourné vers mes parents et j'ai demandé, « On peut y aller ?» Ils se sont levés immédiatement, mon père attrapant déjà son portefeuille pour laisser des billets sur la table pour notre part du repas. Je suis sorti de ce restaurant sans me retourner. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas hésité. 5 ans de ma vie, c'était fini, terminé, clos. Et le plus étrange, c'est que je n'ai ressenti que du soulagement. Un soulagement pur et inondant, comme si j'avais retenu mon souffle sous l'eau pendant des mois et que je remontais enfin à la surface. Mes parents n'ont pas dit grand-chose pendant le trajet de retour. Ils sont juste restés à l'avant, me jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur, me laissant l'espace nécessaire pour assimiler ce que j'avais besoin d'assimiler. Quand nous nous sommes garés dans la ruelle derrière ma boulangerie-pâtisserie, où j'avais un petit appartement à l'étage à l'époque, mon père a enfin pris la parole. « Tu es absolument sûr de toi. » Sa voix était douce, sans jugement, il vérifiait juste pour s'assurer que je n'agissais pas sur un coup de tête. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, ai-je répondu, et je pensais chaque mot. Ma mère s'est retournée sur son siège, a tendu le bras et m'a serré la main. Nous avons toujours su que cette relation n'était pas bonne pour toi, a-t-elle dit doucement. Mais nous savions aussi que tu devais t'en rendre compte par toi-même. Nous sommes fiers de toi d'avoir eu la force de partir. Je suis rentré seul et, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Puis mon téléphone a commencé à exploser. Messages, appels, messages vocaux, des dizaines au cours de la première heure. Mon ex-fiancé, ses parents, des amis communs, même l'ex-petite amie en personne, ce qui était paradoxalement la chose la plus insultante de toute la soirée. Tout le monde avait un avis. Tout le monde avait quelque chose à dire.
des choses colériques, des choses désespérées, des choses manipulatrices. J'ai tout ignoré. Chaque message est resté non lu. Chaque appel a basculé sur messagerie. À la place, j'ai appelé la wedding planner. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, s'attendant probablement à une question sur la couleur des serviettes. « Bonjour, c'est au sujet du mariage, lui ai-je dit. Il est annulé. S'il vous plaît, n'envoyez pas les invitations. Ne contactez aucun invité. » Il y a eu un blanc. Puis, très professionnellement, elle a demandé « Dois-je coordonner les annulations et les remboursements avec les deux familles ?» Non, ai-je répondu. Envoyez tout au père de mon ex-fiancé. Il peut s'occuper de tous les prestataires, de toutes les annulations, de tout l'aspect financier. Il tenait absolument à payer tout le mariage lui-même, alors il gérera les conséquences lui-même. C'était calculé. Extrêmement et délibérément calculé, car mon futur ex-beau-père avait fait tout un plat de son financement exclusif de l'événement. Il s'en était pratiquement vanté à chaque occasion, expliquant comment il offrait à son fils un mariage à 45 000 € parce que c'est ce que font des parents dévoués. Eh bien, maintenant, il allait devoir appeler chaque prestataire et expliquer pourquoi ça n'aurait pas lieu. Maintenant, c'est lui qui allait perdre tous ses acomptes non remboursables. Chacun d'entre eux. Chaque euro. L'organisatrice a dit qu'elle comprenait et qu'elle allait commencer le processus immédiatement. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis servi un verre de vin, je me suis assise sur le petit canapé de l'appartement au-dessus de ma boulangerie, et j'ai attendu les retombées. Elles sont arrivées le lendemain matin, à 7h30 précise. Mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu quand même. La voix de mon ex-beau-père a retenti, forte et complètement hors de ses gonds. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? As-tu la moindre notion des dégâts financiers que tu as causés? Je l'ai laissé fulminer pendant environ 30 secondes. Puis je l'ai coupé, d'une voix calme, je n'ai rien causé du tout. Votre fils m'a posé un ultimatum devant une table remplie de témoins. Il a dit que soit j'acceptais son ex-petite amie comme une part permanente de notre mariage, soit je ne l'épousais pas. J'ai choisi de ne pas l'épouser. C'est exactement ce qu'il m'a dit de faire. Ce n'est pas. Il ne voulait pas dire ça. Tu déformes ces mots. Vraiment, ai-je demandé. Devrions-nous appeler tous ceux qui étaient à ce dîner et leur demander ce qu'ils ont entendu? Parce que je suis presque certaine qu'ils ont tous entendu la même chose que moi. Il a commencé à menacer de poursuites judiciaires. Rupture de contrat, promesses rompues, dommages financiers, tout ce charabia juridique frénétique censé m'effrayer pour que je revienne en rampant. J'ai attendu qu'il s'épuise, puis j'ai dit très calmement, vous avez une salle pleine de personnes qui ont entendu votre fils me donner le choix entre deux options. J'en ai choisi une. Il n'y a pas de motif de plainte. Il y a juste une fête très chère qui n'aura plus lieu. Ce n'est pas mon problème. C'est le vôtre. Il a bredouillé, a proféré quelques menaces supplémentaires, puis a raccroché. 2 heures plus tard, mon ex-future belle-mère a appelé. Elle a adopté une approche différente. L'approche psychothérapeutique. Beaucoup de blabla sur la gestion des émotions, sur le fait de ne pas prendre de décision permanente sur le coup d'une blessure temporaire, sur le fait que tout le monde était prêt à travailler là-dessus si j'acceptais de me remettre autour de la table. J'ai failli rire. Presque. Votre fils a humilié ma mère en public, ai-je dit. Il m'a posé un ultimatum conçu pour me forcer à la soumission. Il m'a montré exactement qui il était et à quoi ressemblerait notre mariage. Je ne suis pas intéressé par une thérapie de couple, une médiation familiale ou toute autre mise en scène. C'est terminé pour moi. Elle a essayé la culpabilisation. Elle a essayé la manipulation. Elle a essayé toutes les techniques du manuel. Aucune n'a fonctionné, parce que j'avais passé des années à absorber leur manigance psychologique déguisée en grande sagesse. Je connaissais toutes leurs astuces maintenant, tout leur jargon, toutes les façons dont ils déformaient les choses. Au point que je finissais toujours par me sentir comme la personne à problème. Plus maintenant. Ce soir-là, j'ai entendu une clé dans la serrure de l'appartement. Mon ex-fiancé est entré comme s'il habitait toujours là, comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait tous les droits d'être chez moi. Il s'est arrêté net quand il a vu ses affaires emballées dans des cartons, ses valises alignées près de la porte, tout organisé et prêt à partir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, la voix tremblante.
Tes affaires, ai-je dit simplement. Tu dois trouver un autre endroit où vivre. J'habite ici. Je vis ici depuis des années. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. J'ai sorti les documents que j'avais déjà examinés avec mon avocat cet après-midi-là. L'immeuble est à mon nom, et uniquement au mien. Nous ne nous sommes jamais pacsés. Nous n'avons jamais signé de contrat de concubinage. Je peux entamer une procédure officielle d'expulsion s'il le faut, mais je pense que c'est mieux pour nous deux si tu pars tout simplement. Je veux que tu partes d'ici la fin de la semaine. Il m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Puis il s'est mis à pleurer. Pas des larmes délicates, de gros sanglots, le genre de pleurs qui sortent de quelqu'un quand toute sa vision du monde s'effondre d'un coup. Il s'est affalé sur le canapé et, soudain, il n'était plus l'homme confiant et évolué qui distribuait des ultimatums dans les restaurants chics. Il n'était plus qu'une personne qui avait commis une erreur de calcul catastrophique et qui en comprenait enfin le prix. Entre deux sanglots, il s'est mis à parler, à avouer. L'ex-petit ami avait essayé de se remettre avec lui 6 mois plus tôt. Il avait aimé l'attention. Il avait aimé avoir 2 femmes qui s'intéressaient à lui en même temps. Il avait eu des doutes sur le mariage depuis des mois, mais avait été trop fier pour l'annuler lui-même. Il aimait le drame. Il aimait être courtisé. Il aimait se sentir désiré par plus d'une personne à la fois. Cela nourrissait son ego d'une manière que, apparemment, je n'aurais jamais pu égaler. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Quand il a enfin été à court de mots, j'ai dit, le moment où tu as humilié ma mère devant nos 2 familles est le moment où tout cela est devenu définitif. Tu as franchi une limite sur laquelle on ne peut pas revenir. Il a essayé d'argumenter. Il a essayé de s'excuser. Il a essayé de négocier. Mais je n'avais plus envie d'écouter. C'était fini à la seconde même où il m'avait lancé cet ultimatum. Peut-être même avant ça. Peut-être que j'en avais fini depuis des années et que je n'avais tout simplement pas trouvé le courage de l'admettre avant qu'il ne me force la main. Le lendemain matin, ses parents ont débarqué. Tous les deux avaient l'air épuisés, furieux et désespérés en même temps. Ils ont essayé de me blâmer d'être contrôlante, d'être inflexible, de détruire le bonheur de leur fils pour une jalousie mesquine, et quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pas violemment, juste complètement. Le filtre que j'avais maintenu pendant 5 ans s'est simplement évaporé. Vous avez élevé un enfant gâté qui croit que le monde entier tourne autour de lui, ai-je dit, la voix d'un calme mortel. Vous avez utilisé vos diplômes pour convaincre les gens d'accepter l'inacceptable. Vous appelez ça être éclairé, mais c'est en réalité juste être égoïste et exiger que tout le monde se plie à cet égoïsme. Vous avez humilié mes parents. Vous m'avez manqué de respect à maintes reprises. Et vous avez encouragé votre fils à me traiter comme si mes sentiments étaient un inconvénient. Vous avez perdu 45 000 € parce que vous avez élevé quelqu'un qui pensait pouvoir me poser un ultimatum public et que j'allais m'écraser comme je l'avais toujours fait. Ils ont essayé de répliquer, essayé de se défendre avec encore plus de ce vocabulaire clinique, mais j'en avais terminé. Sortez, leur ai-je dit, et emmenez votre fils avec vous. Ils sont partis. Mon ex-fiancé est retourné vivre chez eux cet après-midi-là. Ensuite, je les ai tous bloqués et j'ai commencé le vrai travail pour aller de l'avant dans ma vie. L'histoire a fait le tour de notre cercle social à la vitesse de l'éclair. Les témoins du dîner ont parlé. Les gens ont pris parti. Certains d'entre eux pensaient que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais fait exploser une bonne relation pour une seule mauvaise soirée. Mais la plupart, ceux qui avaient réellement observé la dynamique pendant des années, ceux qui avaient vu comment mon ex-fiancé et sa famille me traitaient, comprenaient parfaitement. Plusieurs amis m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils attendaient que je parte depuis des années. 3 semaines plus tard, j'ai fait quelque chose dont je rêvais avant même de me fiancer. J'ai réservé un voyage de 2 semaines, seul, à travers plusieurs autres régions de France et en Italie. Mon ex-fiancé avait toujours rejeté l'idée. Il n'aimait pas les circuits gastronomiques. Il ne voulait pas passer ses vacances à traîner dans les marchés et les laboratoires de pâtisserie. Il ne voyait pas l'intérêt de rester dans une boulangerie d'un autre pays quand il pouvait faire quelque chose de vrai. Mais j'étais chef pâtissière. C'était toute ma vie. Et maintenant je pouvais la poursuivre sans négocier, ni faire de compromis, ni me faire toute petite pour le confort de quelqu'un d'autre. J'ai commencé par Paris, passant 3 jours à aller de boulangerie en boulangerie, regardant les artisans tourer la pâte feuilletée à la main à l'aube, goûtant des choses dont je n'avais fait que lire l'existence. J'ai rempli un carnet de croquis de feuilletage et de coupes de croissants,
gribouillant des observations dans les marches jusqu'à m'en faire des crampes à la main. Un matin, debout dans une petite boutique d'une rue adjacente, avec un Queen Yaman encore tiède entre les mains, je me suis retrouvé à pleurer, complètement submergé par la beauté qu'une personne pouvait plier dans quelque chose de si simple quand rien ne la retenait. À Lyon, j'ai assisté au cours d'un maître pâtissier qui tenait le même coin de rue depuis 40 ans. Et je me suis souvenu pourquoi j'étais tombée amoureuse de tout cela au départ. Dans un petit village en Italie, j'ai appris à préparer un dessert avec une femme dont la grand-mère lui avait enseigné la recette. Et elle a pleuré quand j'ai réussi du deuxième coup. Pendant 2 semaines entières, je me suis souvenu de qui j'étais avant de commencer à m'effacer. Je me suis souvenu de la fille qui avait abandonné un plan de carrière raisonnable parce qu'elle voulait passer sa vie à fabriquer des choses qui faisaient fermer les yeux aux inconnus dès la première bouchée. Je me suis souvenu d'avoir des opinions que je défendais au lieu de les ravaler pour éviter une dispute. À mon retour, je me suis investi dans ma pâtisserie avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour être honnête, je me laissais vivre, je jouais la sécurité, je gardais une carte simple, je ne prenais aucun risque parce que ma vie personnelle dévorait la moindre once d'énergie que j'avais. Mais maintenant, j'avais toute cette concentration, toute cette volonté, toute cette soif créative qui avait été enfouie pendant si longtemps. Il y avait cette opportunité que j'observais de loin depuis des mois. La ville rouvrait un marché couvert historique dans le centre, une magnifique vieille halle de la belle époque, fermée depuis des décennies. Il sélectionnait une poignée de commerçants pour animer le lieu. L'un des stands, le stand phare situé juste à l'entrée, était réservé à une boulangerie-pâtisserie. La sélection était très compétitive et prestigieuse. Tous les grands chefs pâtissiers de la région le voulaient, car une place dans ce marché pouvait forger une réputation du jour au lendemain, et perdre l'appel d'offres devant toute la communauté gastronomique pouvait laisser des traces pendant des années. Avant la rupture, je n'aurais jamais postulé. Trop risqué, trop exigeant, trop susceptible de m'enlever du temps et de l'attention pour gérer ma relation et garder tout le monde heureux dans cette famille. Mais, debout dans mon petit appartement, avec les cartons des affaires de mon ex toujours empilés près de la porte, je me suis dit, pourquoi pas? Quel était le pire qui puisse arriver? J'avais déjà quitté des fiançailles de 5 ans et fait exploser la moitié de mon cercle social. Concourir pour un stand au marché semblait presque banal en comparaison. J'ai passé 2 semaines à monter le projet. J'ai conçu une carte entière autour de l'histoire du marché lui-même, déniché de vieilles archives sur ce qui s'y vendait il y a un siècle, et réinventé ses recettes pour un palais moderne. J'ai réuni une petite équipe, planifié le fonctionnement du stand, goûté et regoûté chaque produit jusqu'à ce qu'il soit absolument parfait. J'ai mis tout ce que j'avais dans cette présentation, toute la créativité, la passion et le talent que j'avais réprimé pendant des années en essayant d'être quelqu'un que je n'étais pas. La dégustation et la présentation ont pris un après-midi. Le comité a posé des questions pendant 1 heure supplémentaire. Des questions sur le sourçage des produits, sur les volumes, sur la gestion de l'affluence le week-end d'ouverture, sur les marges et le personnel. J'ai répondu à chacune d'entre elles clairement, avec assurance, de manière exhaustive. Je me sentais moi-même, comme je ne l'avais pas été depuis des années. C'était mon expertise, ma passion, mon monde à moi. Et personne dans cette pièce ne me disait que j'étais trop intense, trop investi, trop concentré sur quelque chose qui ne les concernait pas. J'ai obtenu le stand. 3 jours plus tard, ils ont appelé pour me dire que le stand phare était à moi. Ils ont dit que mon projet montrait une compréhension profonde et un amour sincère pour l'artisanat qu'aucun autre candidat n'avait égalé. Ils avaient vu quelqu'un qui se souciait de l'histoire du lieu, qui comprenait ce que cela représentait pour la ville, qui avait le talent pour le réaliser et l'histoire pour le vendre. Les travaux d'aménagement prendraient 8 mois, peut-être plus. Ce serait épuisant, stressant et absolument parfait. C'était le genre de choses dont je rêvais à mes débuts, avant que la vie, les relations et les compromis incessants ne me fassent oublier ce que je voulais vraiment. 4 mois après la rupture, je suis tombé sur mon ex-fiancé dans un café du centre-ville. Je rencontrai un fournisseur et passai en revue une commande sur ma tablette. Il était assis dans un coin, l'air fatigué et visiblement différent de la dernière fois que je l'avais vu. Ses cheveux étaient plus longs, mal coiffé. Il portait un jogging et un t-shirt délavé de son ancienne université. L'homme confiant qui m'avait lancé un ultimatum dans un grand restaurant semblait être une toute autre personne. Nos regards se sont croisés. Il avait l'air de vouloir s'approcher, de vouloir parler, peut-être de vouloir s'expliquer, s'excuser, ou tenter une sorte d'amitié. Quoi que les gens recherchent quand ils croisent leur ex,
je voyais les calculs défiler dans ses yeux. Devait-il venir? Faire un signe de la main? Faire semblant de ne pas m'avoir vu? J'ai pris la décision pour nous deux. J'ai souri poliment, je lui ai fait un petit signe de la main, et je me suis replongé dans mon travail. Ni froide, ni chaleureuse, juste neutre, reconnaissant son existence sans rien inviter de plus. Quand mon fournisseur est arrivé 10 minutes plus tard, j'étais déjà plongé dans ma commande, complètement absorbé. Je ne ressentais rien en le regardant. Ni colère, ni tristesse, ni même satisfaction, juste une indifférence totale. Et ça m'a fait plus de bien que tout le reste. Il est resté dans son coin. J'ai terminé ma réunion et je suis parti sans me retourner. Plus tard, j'ai appris par des amis communs qu'il était au chômage, qu'il vivait toujours chez ses parents, et que la belle maison dont ils étaient si fiers avait été mise en vente parce qu'ils avaient besoin de récupérer une partie de l'argent perdu pour le mariage. Apparemment, la perte des 45 000 € avait fait bien plus de dégâts qu'ils ne le laissaient paraître. Leur mode de vie, le prêt immobilier, tout cela dépendait de revenus réguliers et d'économies intouchées. Cet argent pour le mariage provenait d'un matelas qu'ils ne pouvaient pas facilement reconstituer. Et l'ex-petite amie, celle qui était censée être la famille, celle qui était si importante qu'elle devait assister à tous les moments marquants de leur vie. Elle s'est volatilisée à la seconde où de vraies conséquences sont apparues. Elle a cessé de répondre à ses appels, arrêté de venir aux événements familiaux, et s'est soudainement trouvée très occupée quand il a vraiment eu besoin de soutien. C'est drôle comme fonctionne la famille de cœur quand il n'y a plus rien d'amusant à prendre. Mon ex m'a envoyé des messages de temps à autre. Au début, ils étaient pleins de colère, me reprochant tout, me qualifiant de froide, sans cœur et cruelle. Ensuite, ils ont viré à l'apitoiement. De longs paragraphes expliquant à quel point je lui manquais, comment il avait fait des erreurs, et combien il aurait aimé que tout se passe autrement. Puis, après quelques mois, il a essayé d'être amical. Des petits messages anodins sur tout et rien, comme si nous pouvions simplement redevenir des potes qui vont boire un café et discutent de la pluie et du beau temps. J'ai bloqué son numéro après le 4e mois. Pas par colère, juste par besoin de tourner la page pour de bon. Ce chapitre était clos. J'avais besoin de ne plus recevoir de notifications, de ne plus être ramené à quelque chose qui ne méritait plus une seconde de mon attention. 6 mois après que tout se soit effondré, un magazine culinaire régional a publié un dossier sur le marché couvert et a désigné mon stand comme le véritable coup de cœur de toute cette réouverture. 5 pages, des photos, une interview, un grand reportage sur l'histoire derrière mon menu. Mon téléphone n'a cessé de s'allumer pour recevoir les félicitations d'autres chefs, de fournisseurs, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Cette reconnaissance était incroyable, mais surtout, elle était méritée. C'était à moi. Mon travail, ma vision, ma réussite, celle de personne d'autre. Cet article a débouché sur d'autres opportunités. Un hôtel m'a contacté pour concevoir la carte des desserts. Une école de gastronomie m'a demandé d'animer une masterclass le temps d'un week-end. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un festival culinaire régional pour raconter comment bâtir une entreprise à partir d'une simple idée. Mon agenda s'est rempli de dégustations, de réunions, de collaborations, le genre de vie trépidante qui donne de l'énergie au lieu de la drainer. L'un de ces nouveaux projets signifiait plus pour moi que tous les autres. Une association qui gérait des programmes de réinsertion professionnelle dans un quartier défavorisé de la ville m'a demandé de l'aider à monter une boulangerie solidaire et d'insertion, un lieu où les personnes essayant de reconstruire leur vie pourraient apprendre un vrai métier. Le budget était serré et les délais agressifs, mais la mission en valait la peine. J'ai passé des semaines à concevoir l'espace et le programme de formation, cherchant comment enseigner le tourage, le pain et les bases à des personnes n'ayant jamais mis les pieds dans une cuisine professionnelle. Quand nous avons enfin ouvert les portes et que la première classe est entrée, j'ai amené mes parents pour voir ça. Mon père est resté dans un coin à regarder une jeune femme nerveuse sortir sa toute première plaque de petits pains du four. Il m'a dit, c'est le travail que tu étais destiné à faire. Il avait raison. C'était pour cela que j'avais choisi cette vie. Pas seulement pour faire de belles choses, mais pour faire de la place pour les autres. Pas seulement pour nourrir les gens, mais pour leur donner quelque chose à quoi se raccrocher. Pas seulement pour suivre l'idée que quelqu'un d'autre se fait de l'importance des choses, mais pour faire confiance à la mienne. J'ai aussi commencé à renouer avec de vieux amis, des personnes dont je m'étais éloigné au fil des ans, des gens qui, pour être honnête, ne pouvaient pas supporter mon ex-fiancé.
Ils avaient essayé de me dire, à leur manière prudente, que toute cette dynamique était malsaine, mais je n'étais pas prête à l'entendre. Maintenant, je l'étais. L'une d'entre elles, une vieille amie de l'école de cuisine, m'a retrouvé pour prendre un café environ 3 mois après les événements. « Je dois être honnête avec toi », a-t-elle dit en remuant son café. On le voyait tous. La façon dont il te parlait, la façon dont sa famille te traitait, comme si c'était toi le problème parce que tu avais des attentes tout à fait normales. Pourquoi personne ne m'a rien dit directement, ai-je demandé. Elle m'a jeté un regard. Aurais-tu écouté? Tu étais tellement déterminé à faire en sorte que ça marche. On a essayé de lancer des perches. Tu te souviens quand je t'ai demandé si tu étais vraiment heureuse juste après que Sophie a raconté cette histoire sur son cousin et son ex-collante? On essayait de te le faire comprendre sans le dire crûment parce qu'on savait que tu te mettrais sur la défensive. Je me souvenais de ces conversations. À l'époque, je les avais balayées, convaincu que mes amis ne comprenaient tout simplement pas la nuance de ce que nous vivions. On s'était dit que tu allais soit t'en rendre compte par toi-même, soit l'épouser et on te perdrait pour de bon, a-t-elle ajouté. Je suis juste contente que tu aies compris. Tu es différente maintenant, plus légère, comme si tu ne portais plus un poids invisible avec toi. Cette conversation m'a marqué pendant longtemps. L'idée que j'avais été tellement enlisé là-dedans que tout le monde autour de moi voyait ce que je ne pouvais pas voir. Le poids que je ne savais même pas porter jusqu'à ce que je m'en décharge enfin. L'une de ses amies retrouvée m'a présenté quelqu'un, une vétérinaire nommée Camille. Drôle, vive et complètement franche sur ce qu'elle attendait d'une relation. Notre toute première conversation a duré 4 heures. Nous avons parlé de nos limites, de nos relations passées, de ce dont nous avions chacune besoin pour nous sentir respectées et en sécurité. C'était honnête, direct et rafraîchissant, d'une manière que je ne croyais pas possible pour une conversation. Après quelques semaines de fréquentation, nous dînions chez elle quand elle m'a demandé « Alors, que s'est-il vraiment passé avec ton ex ? Tu as mentionné la rupture, mais jamais toute l'histoire. » Je lui ai tout raconté. L'ex-petite amie à chaque événement, la clé de la maison des beaux-parents, l'ultimatum au restaurant, mon départ. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. Il fallait avoir du cran, a-t-elle fini par dire. La plupart des gens seraient restés et auraient été malheureux. J'étais déjà malheureuse, ai-je répondu. Partir a été bien plus facile que de rester. Quand même, tu t'es choisi toi-même. C'est rare. Sa famille était chaleureuse, accueillante et n'avait absolument aucun problème avec les limites saines. Quand elle évoquait sa propre ex, c'était avec respect et distance. Elles étaient sorties ensemble. Ça n'avait pas marché. Elles étaient passées à autre chose. Et c'était tout. Pas d'amitié forcée, pas de place permanente à table, juste 2 personnes qui avaient été ensemble et qui ne l'étaient plus. Nous y sommes allés doucement, vraiment doucement. Je n'étais pas pressé de plonger dans quelque chose de sérieux, et elle l'a totalement respecté. Nous allions dîner, flânions au marché de producteurs le dimanche matin, avions de longues discussions sur le travail, la vie et tout le reste. Un samedi après-midi, environ 2 mois plus tard, elle m'a invité à un barbecue chez sa famille. J'étais nerveuse. Les réunions de famille étaient devenues un terrain miné pour moi. Mais ses parents étaient d'une vraie gentillesse. Son père a posé des questions sur la boulangerie solidaire et a réellement écouté la réponse. Il semblait sincèrement intéressé. Sa mère m'a fait visiter son jardin aromatique et m'a demandé ce que j'aimais préparer en automne. Elle m'a intégré sans jamais surjouer l'inclusion. À un moment, son petit frère a demandé comment nous nous étions rencontrés. Et avant même que je puisse répondre, Camille a simplement dit, par une amie commune, on se fréquente depuis quelques mois. C'était tout. Pas de grands discours, pas besoin d'en faire des caisses. Le nom de son ex n'a jamais été prononcé. Il n'y avait aucun jeu de pouvoir étrange, aucune triangulation, personne qui s'efforçait de prouver à quel point ils étaient évolués et matures. Juste un repas de famille normal où je me suis senti sincèrement la bienvenue. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai enfin compris ce qui avait manqué dans mon ancienne relation. C'était simple, naturel. Personne ne jouait de rôle. Personne n'avait rien à prouver. Nous étions juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre sans aucune intention cachée en dessous. Les choses avec Camille ont continué à évoluer à leur propre rythme. Environ 10 mois après ma rupture, nous avons eu une discussion pour dire que nous étions exclusives.
Non pas parce que l'une de nous se sentait pressée ou sous pression, mais parce que nous avions toutes les deux réalisé que nous n'avions aucune envie de voir quelqu'un d'autre. C'était une conversation adulte, honnête, totalement à l'opposé du désordre dramatique et sans limite dont je sortais. Sa famille m'a invité à un repas de fête. Ses parents étaient bienveillants, me posaient des questions sur la pâtisserie, respectaient mon espace. Personne n'a essayé de me psychanalyser. Personne n'a utilisé de jargon clinique pour diriger la conversation. Ils m'ont juste traité comme une personne à qui leur fille tenait. J'avais encore des nouvelles de mon ex par le bouche à oreille de temps en temps. Il a fini par prendre un poste aux ressources humaines dans un bureau d'entreprise. Rien de prestigieux, rien qui le passionnait, juste de quoi payer les factures. Il vivait toujours chez ses parents, bien que j'ai entendu dire qu'ils avaient emménagé dans un endroit beaucoup plus petit, adapté à leurs finances réduites. Environ 10 mois après la rupture, la mère de mon ex m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Je sais que tu ne veux pas avoir de nos nouvelles », a-t-elle commencé, d'une voix prudente et mesurée. Mais je voulais te présenter mes excuses. Nous avons eu tort sur la façon dont nous t'avons traité, sur la façon dont nous l'avons élevé. Cette année a été une révélation. J'ai attendu, sans rien dire. Il a beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal, et nous avons dû faire face à des vérités dérangeantes sur le rôle que nous avons joué dans tout ça. Nous l'avons trop conforté. Nous t'avons fait croire que tu étais le problème alors que tout ce que tu demandais, c'était du respect. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Parce que tu méritais mieux. Tu méritais des excuses il y a des années et parce que elle a marqué une pause, parce que j'espère que tu as trouvé le vrai bonheur, celui que nous ne t'avons jamais laissé l'espace d'avoir. Après avoir raccroché, j'ai ressassé cette conversation pendant un long moment. Une partie de moi appréciait la reconnaissance, mais dans l'ensemble, je ne ressentais rien. Les excuses arrivaient bien trop tard pour compter, venant d'une personne dont l'opinion n'avait plus de valeur pour moi. Et la grande amitié avec l'ex-petite amie s'était complètement effondrée, elle aussi. Apparemment, ils ne se parlaient même plus. Tout ce discours sur les liens indéfectibles et évolués n'était que du pur théâtre. Vers le 8e mois, j'ai vendu le petit appartement au-dessus de la boulangerie et tout ce qu'il contenait que je ne voulais pas emporter avec moi. Il y avait trop de souvenirs enfouis dans ces pièces, trop d'associations dont j'étais prête à me débarrasser. J'ai trouvé un petit loft au cœur du centre-ville, à quelques pas du marché, de mes cafés préférés, de tout. L'endroit avait de grandes baies vitrées orientées plein ouest, de sorte que tout l'espace se remplissait d'une lumière chaude chaque après-midi. Épuré, minimaliste, exactement le style que j'avais toujours aimé mais sur lequel j'avais fait des compromis pendant des années, parce que mon ex préférait tout ce qui était lourd et traditionnel. Je l'ai décoré entièrement à mon goût. Un canapé gris bas, une longue table en bois qui servait aussi d'espace de travail où je pouvais dessiner de nouvelles recettes. Des étagères ouvertes pour mes livres de cuisine et les petits moules en céramique que j'avais collectionnés lors de mon voyage en Italie. Des lignes épurées, beaucoup de lumière. Chaque meuble choisi parce que je l'aimais, et non pas comme une trêve négociée entre deux personnes aux idées opposées sur ce que doit être une maison. J'ai accroché mes propres affaires au mur, des croquis de mon voyage en France, une photo encadrée de mon stand au marché le jour de l'ouverture, avec la file d'attente qui s'étirait jusqu'à l'extérieur. La première nuit que j'y ai passée, déballée et installée, je me souviens être resté debout au milieu de la pièce avec un verre de vin, regardant le soleil se coucher sur la ville, en pensant, c'est donc ça, la paix. Un soir, environ un an après que tout ait volé en éclats, je dînais avec mes parents dans la maison où j'ai grandi, mangeant la cuisine de ma mère et parlant de tout et de rien. À un moment, mon père m'a regardé et m'a dit, « Nous sommes vraiment fiers de toi, tu sais, d'avoir eu la force de quitter quelque chose qui te rendait malheureuse. » Ma mère a hoché la tête, tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. Nous avons toujours su que cette relation n'était pas pour toi. Mais nous savions aussi que tu devais le voir par toi-même. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est dans une mauvaise situation. Il doit s'en rendre compte de lui-même. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit, ai-je demandé. Mon père a souri. Parce que tu n'aurais pas écouté, et tu nous en aurais voulu d'avoir essayé. La meilleure chose à faire, c'était d'être là pour toi quand tu serais enfin prête. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras ce soir-là pour leur dire au revoir, reconnaissante, non seulement envers eux, mais envers tout cet étrange voyage qui m'avait mené jusqu'ici. Quitter ce restaurant n'était pas un abandon. Parfois, s'en aller est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire.
Et de l'autre côté de cet ultimatum, après toute la douleur, le chaos et la lente reconstruction, j'ai trouvé une version de moi-même dont j'avais oublié l'existence. Une version plus forte, plus claire, plus heureuse. Une version qui s'est choisie elle-même.